peu vicieux. L'habitude, Alors, nous sommes ici à la troisième étape de notre parcours, de notre visite guidée. Comme je vous ai dit, on aura une visite en 6 étapes. Nous avons fait la capture, la cale du navire négrier. Ici, nous sommes à l'étape de la plantation. Voilà. Et donc, nous sommes sur une des plus belles places bordelaises, la place de la Bourse. Elle était l'une des plus belles places de France au XVIIIe siècle. Elle a été inaugurée en 1755. Elle est l'œuvre d'un architecte assez important aussi dans l'histoire de Bordeaux, qui est l'architecte Gabriel. On porte le nom d'ailleurs de ce restaurant, s'appelle le Gabriel, un grand architecte bordelais. Et c'est à l'époque, quand on l'inaugure, vraiment une des plus belles places de France, magnifique, très très belle. Elle est vraiment liée à l'apogée de la traite bordelaise aussi. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que l'accumulation du capital, du fait de l'activité coloniale, de l'activité négrière, cette accumulation-là a été réinvestie essentiellement dans la pierre, soit dans les hôtels particuliers. On peut dater la plupart des hôtels particuliers qui ont été classés patrimoine mondial de l'humanité. On sait exactement à quelle année et quels sont les armateurs, les liens entre les différentes familles qui ont fait que ces hôtels particuliers existent. Donc dans les hôtels particuliers, mais aussi dans les châteaux. Il faut savoir qu'on a un certain nombre de châteaux, des vignobles, qui ont été rachetés par la suite par des armateurs ou bien par des planteurs, par des colons. Alors, donc cette place, comme vous le voyez, elle donne sur l'océan, sur la mer, sur la Garonne. Il y a la curiosité qui est ressuscitée de notre Mirando, qui est magnifique. Et donc tous ces quais qui ont été refaits récemment, ceux qui connaissent Bordeaux aussi dans les années 90, c'était un coupe-gorge ici, on n'osait pas y aller. Quand je suis arrivé étudiant, je ne me hasardais pas du tout sur les quais, tellement c'était glauque, sombre, des hangars, fréquentés par une sorte de faune, c'était terrible. C'est vrai que ça a beaucoup changé, et aujourd'hui on en est très content et très fiers. Alors donc vous avez la Garonne ici, et en fait les bateaux revenaient ici, les bateaux arrivaient ici, ils partaient, ils revenaient ici. Et quand les bateaux revenaient, ils revenaient vraiment dans l'allégresse. Il faut savoir que l'activité vraiment portuaire de Bordeaux était très très importante. Il y avait ici de nombreux navires qui allaient en Amérique, qui allaient en Afrique. C'était une activité très importante. Et quand les navires revenaient d'Amérique, c'était vraiment l'allégresse, c'était la liesse. Les gens étaient très contents parce que l'argent allait rentrer. Ils attendaient, ça faisait au moins 1 an que les navires étaient partis. Et il y a bien sûr les armateurs, les financiers, mais il y a aussi toute une foule d'artisans qui vivent de l'activité portuaire. On parle beaucoup des armateurs, mais en fait l'activité coloniale, l'activité du port faisait vivre des milliers de personnes tout autour, pas seulement à Bordeaux, mais dans la région, à Dordogne, à Bayonne. On faisait venir des produits d'artisans de partout. On a d'ailleurs dans ce quartier-là, le quartier Saint-Pierre, on a des rues comme la rue de la Corderie. La rue de la Corderie, c'était les gens qui faisaient les cordes, qui s'installaient là. On a la rue des Forts. Les Forts, c'était les forgerons. Donc on a vraiment toute une activité. Et quand les navires revenaient, les gens étaient très contents parce que l'argent allait rentrer. Ici, vous avez le musée national des douanes. Ça s'appelait l'hôtel des fermes du roi. C'était là où étaient dédouanées les marchandises coloniales. Le sucre, essentiellement, allait dans le quartier Sainte-Croix. Là, si vous voyez le quartier Sainte-Croix, c'est là où il y a le conservatoire et le TNBA, le Théâtre National Bordeaux-Aquitaine. Exactement à cet emplacement, on avait 26 raffineries de sucre dans le quartier Sainte-Croix. Le sucre était amené là-bas aux fins de sa fabrication. Les alcools forts, parce que Bordeaux était aussi une place importante de la distillerie, allaient au Chartrons. Les premières distilleries étaient au Chartrons. La première distillerie, par exemple, de Marie Brizard, c'était rue de la Pomme d'Or, au 61 rue de la Pomme d'Or. Les autres marchandises coloniales, elles allaient aux entrepôts Lenné. Vous voyez le CAPC, vous voyez les volumes que c'est. C'était important. C'était rempli de marchandises coloniales entreposées. Vous avez ici la chambre de commerce. Alors, elle est importante parce qu'elle est la principale instigatrice de l'activité commerciale bordelaise, bien sûr. Elle est dirigée aussi par des hommes importants et influents qui dirigent la chambre de commerce, président, tout ça, mais qui sont aussi des armateurs. Puisque cette activité commerciale, le fait d'acheter des esclaves, de les vendre, le fait de les faire travailler, c'était une activité qui conférait du prestige, de l'importance, de l'influence. Et la plupart des armateurs sont devenus des grands dirigeants de leur ville, dirigeants de chambre de commerce, mais aussi maire de la ville. On en parlera dès la prochaine étape d'ailleurs. Mais à la chambre de commerce, il y a Balguerie, qui était président de chambre de commerce.
qui était un armateur négrier. On a Gramont aussi, Gramont qui était président de la Chambre de commerce, et lui qui était même maire aussi de Bordeaux, Gramont. Alors, dans la Chambre de commerce aussi, on a ce qu'on appelle la corbeille. Hein. Ça, c'est une sorte de métaphore pour dire que le prix des denrées, le cours des denrées coloniales était fixé à la Chambre de commerce ici à Bordeaux. Alors, nous sommes ici aussi sur l'étape de la plantation. Hein. Les esclaves qui ont réussi à échapper au flot de l'océan, comme je vous ai dit, la mortalité est quand même importante, arrivent en Amérique. Alors, pour Bordeaux, c'est essentiellement à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Ils débarquent à Port-au-Prince, l'actuel Haïti. Parce que plus de 90% des exportations bordelaises allaient à Haïti, l'actuel Saint-Domingue. C'était la perle des Antilles au XVIIIe siècle. Hein. C'était la colonie la plus riche d'Amérique. Haïti produisait 9 fois plus que la Guadeloupe et la Martinique réunies. Il y avait 400 000 esclaves, 30 000 colons. C'était vraiment une île extrêmement importante dans la production notamment du sucre. Donc très 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 riche. Et donc c'est là où les Bordelais exportaient. C'est là où ils allaient vendre les esclaves. C'est là aussi où vous avez le plus de plantations coloniales. En Haïti. Après, bien sûr, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a la Guyane. Mais c'est essentiellement vraiment... Après, il y aura plus tard la Louisiane, hein, puisque la Louisiane sera française. Et notamment les Bordelais chassés de Saint-Domingue d'Haïti vont aller se réfugier en Louisiane pour continuer leur activité. Mais c'était vraiment Haïti la place forte du commerce colonial bordelais, du commerce de la traite des Noirs et de l'esclavage du XVIIIe siècle. Ce pays qu'on qualifie de pauvre, qu'on vient aider, et vous verrez tout à l'heure, on en parlera, ce pays a payé sa liberté. Hein. Voilà. Il y a une dette de liberté que la France d'ailleurs a du mal à régler. Bref, les esclaves arrivent, et donc lorsqu'ils arrivent, ils sont déchargés, et puis on les met sur ce qu'on appelle les marchés aux esclaves. Voilà. Donc les colons viennent endimanchés, un peu comme moi et cette dame, voilà, avec les enfants, et puis on vient choisir la marchandise, voilà, sur les critères physiques, hein, essentiellement, voilà. Un esclave adulte pouvait coûter entre 1250 et 2000 livres. C'est beaucoup, hein. La livre aujourd'hui c'est 8 euros, le coût de la livre. Parce que l'esclave est un investissement. C'est une force de travail, mais c'est aussi une force de reproduction. Donc, on pouvait investir là-dessus. Et ça se fait sur les critères physiques. Moi, par exemple, je pense qu'ils auraient à peine donné 1000 livres. Je n'y vois plus très bien, je suis un peu maladif, ils n'auraient pas investi. Mais bon, ce garçon, par exemple, voilà, on aurait investi, parce qu'il y a une force physique, ça se fait vraiment sur les critères physiques. On décidait de ça. Et plus ils étaient jeunes, plus ils étaient forts, et plus effectivement on les achetait. Un négrillon, un enfant, pouvait coûter 700 livres. Voilà. Après, les esclaves étaient embarqués, emmenés par les colons vers les plantations. Je ne sais pas si vous avez certains visité les plantations coloniales aux Antilles, tout ça, vous n'avez pas pu. C'est un univers assez particulier, hein. C'est l'équivalent entre guillemets du camp de concentration, en tout cas des premiers camps de concentration, hein, avec un phénomène concentrationnaire très important. Bon, il n'y a pas d'extermination, hein, en tout cas pas volontairement, comme dans le camp de concentration nazi. Mais c'est un univers très fermé, concentrationnaire, avec des rythmes, avec une violence exercée sur les esclaves qui a duré 4 siècles. Attention, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 50 ans. C'est qu'on a, pendant 4 siècles, la plupart du temps, une famille dirige, décide du sort et de la condition de centaines d'esclaves. Pendant 400 ans. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ce sont des biens meubles, c'est de la marchandise. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers films qui sont sortis, Django Unchained de Quentin Tarantino, ou bien 12 Years a Slave, ou bien même Le Majordome, hein, qui est un film qui raconte l'histoire du majordome de 4 présidents américains. Mais dans ces films, vous voyez l'univers un peu de la plantation. Hein, c'est un univers où l'arbitraire règne, il n'y a pas de droit. Le maître a tous les droits, il peut faire ce qu'il veut de l'esclave. Dans Django Unchained, il y a une scène d'ailleurs où un esclave, ce qu'on appelle les mandingos, parce que l'esclave il est là pour travailler, tout ça, mais aussi pour servir les plaisirs de son maître. Et dans Django Unchained, il y avait ces plaisirs qui étaient ce combat d'esclaves entre eux. Hein. Donc il y a un esclave qui dit, moi je suis fatigué, je ne peux plus me battre. On le jette au chien qui le déchiquette, c'est une scène terrible d'ailleurs de ce film, et c'est une réalité ça, hein, parce que le maître peut faire ce qu'il veut de l'esclave. Mandingo, c'est pas le nom d'une tribu, c'est
Alors c'est aussi le nom d'une tribu, parce que ça vient de Mandingue. Les Mandingues, c'est une tribu, une ethnie qui se trouve en Afrique de l'Ouest, au Mali beaucoup, il y en a aussi au Sénégal, c'est les Mandingues. Moi je suis à moitié Mandingue, puisque mon grand-père maternel vient du Mali, de Tombouctou. Voilà. Et donc on appelle ça les Mandingos, effectivement. Voilà. Les Mandingues ou Mandingos. Dans les chansons cubaines, j'ai entendu Yoruba, j'ai entendu Kalahari, Oui. j'ai entendu Mandinga, Oui. avant de comprendre que c'était le nom de tribu. Absolument, absolument. C'est le nom d'une tribu, effectivement. Et donc, dans la plantation, la femme aussi est l'objet de la domination du maître. Hein, il faut dominer la femme. Parce que celui qui peut prendre votre mère, votre sœur, votre femme, votre fille, en faire ce qu'il veut, quand il veut, il est potentiellement votre père. Donc, ça renforce la domination psychologique aussi. Et dans tous ces films, on le voit. Hein, ça tourne autour de la femme. Les maîtres, les colons veulent dominer la femme, posséder les femmes, humilier en fait, davantage. Et donc maintenir tout le monde sous le joug, sous la domination. Parce que pour que ça tienne 400 ans, il faut y aller, quoi. Mais l'émancipation aussi tourne autour des femmes, parce que Harriet Tubman, par exemple, on en parlera peut-être après. Absolument, si la résistance, on en parlera après, mais effectivement. Donc vraiment, la femme est l'objet de la domination, et on le voit dans tous ces films. On voit d'ailleurs dans Le Majordome. Quelqu'un a vu Le Majordome? Oui. Ouais. C'est un très beau film avec... comment il s'appelle? C'est Forest Whitaker. Forest Whitaker. C'est Spielberg qui l'a fait d'ailleurs, Le Majordome. Oui, je crois que sais plus si c'est c'est Spielberg. Lincoln qui l'a fait. Je sais plus. Mais bref, dans Le Majordome, on voit la première scène du film. Le majordome est enfant. Il est dans une plantation. Voilà. Il travaille avec son père et sa mère. Sa mère est jouée d'ailleurs par Maria Carey, je crois, ou bien Beyoncé. C'est elle qui joue le rôle de la mère. Et à un moment donné, il y a le fils du maître. Il lui vient au besoin. Voilà. Et puis là, devant tout le monde, il prend la femme, la mère, il en fait ce qu'il veut. Et après, il s'en va. Quand le père riposte, il tire une balle dans la tête. On est vraiment dans l'arbitraire le plus total dans une plantation américaine. Et les esclaves travaillent de l'aube au coucher du soleil. Sans être rémunérés, bien entendu. Pendant 400 ans, vous imaginez le capital qu'ils ont accumulé, ces colons. C'est énorme. Et on en parlera à la prochaine étape. L'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu, ils ont tout fait pour retarder l'abolition, c'était ça. Le sucre serait trop cher si on devait payer les esclaves. C'est ce qui était répété. Pendant 400 ans, toutes ces fortunes qui se sont faites. Et l'esclave, on ne le nourrit même pas. Il est obligé de se nourrir lui-même. Hein, puisqu'on lui donne un lopin de terre qu'il cultive. À côté, en plus du fait de travailler au coucher du soleil, il faut qu'il trouve le temps pour cultiver ce qu'il mange. C'est ça la réalité d'une plantation. C'est un univers terrible, terrible pendant ces 400 ans. Alors on va finir par ça. On a ici aussi sur cette place, mais aussi dans quelques lieux de Bordeaux, un souvenir de ce passé colonial. C'est ce qu'on appelle les mascarons. Les mascarons créoles. Vous voyez, c'est des visages qui sont sculptés dans la pierre. Et un certain nombre ont des traits qui rappellent les traits africains ou les traits antillais. Donc là, vous en avez deux, les deux extrémités. Il y en a d'autres à Bordeaux. C'était une mode, et comme vous le voyez, il y en a d'autres sous d'autres formes. C'est une mode au XVIIIe siècle, les grands ports marquent dans la pierre le souvenir de leur voyage, pour faire joli, une mode architecturale. Et pour la petite histoire, en 2004, l'Office de tourisme de Bordeaux vendait la reproduction en terre cuite de ce mascaron-là à 35 €. Il ne faut pas le répéter ce que je vais vous dire. Donc il le vendait à 35 €. À l'époque, nous, on nous prenait vraiment pour des faux furieux, quoi. On parlait d'esclavage, de traite des Noirs, mais à Bordeaux, on n'a jamais fait ça. Bordeaux, c'était le commerce colonial, tout ça. À l'époque, la ville ne voulait pas trop reconnaître ce passé-là. D'ailleurs, c'est l'une des grandes différences avec Nantes. À Bordeaux, l'action municipale, puisqu'il y a eu aussi des choses qui ont été faites maintenant. Bonjour. Bonjour. L'action municipale à Bordeaux a été contrainte, parce que par exemple, cette visite guidée, c'est la société civile qui l'a créée. L'office de tourisme a un peu de mal avec cette question-là. Et alors qu'à Nantes, c'est l'inverse. À Nantes, la volonté politique, parce qu'il y a une alternance politique avec Jean-Marc Ayrault, la volonté politique a précédé finalement la demande sociale. Et donc, ils le vendent à 35 €. Bon, là, je me suis fait griller, là, parce que là, je pense que c'est l'office de tourisme. Alors, quand ils le vendent à 35 € et qu'on voit qu'ils le vendent à 35 €, on se scandalise un peu, quoi. On fait un peu de bruit. À l'époque, on était plus jeunes, plus fougueux, peut-être. On leur dit, bon, quand même, quand on fait un peu de bruit, on fait un sitting là-bas, et on leur dit quand même, quand vous ne voulez pas reconnaître ce passé-là, mais vous continuez à faire de l'argent sur l'évocation de ce passé. C'est un scandale, mettez un petit texte explicatif,
que le touriste de passage puisse savoir pourquoi il y avait voilà, des Africains, des Noirs à Bordeaux au XVIIIe siècle. Ils ont mis un petit texte que vous ne verrez plus, parce qu'il est de l'euphémisme. Ce petit texte disait ceci: ce mascaron témoigne du passage des populations africaines à Bordeaux. De la villégiature, du tourisme. C'est bien bordelais, hein. Andiamo, on y va vers notre prochaine étape.